Écoutez, ce silence que vous entendez n'est pas un vide, c'est le cri d'une nation. C'est l'écho d'un nom qui, 65 ans après s'être éteint, continue de faire vibrer le cœur de l'Afrique et le sol du Congo. Aujourd'hui, dans les stades de la CAN, à travers les rues de Kinshasa et jusque dans les mémoires de la diaspora, à Paris ou Bruxelles, un homme incarne cette force tranquille. Lumumba Fea, l'animateur silencieux, porte en lui plus qu'un costume. Il porte un héritage. Mais pour comprendre la puissance de ce nom, il nous faut remonter à la source. Il nous faut regarder l'homme qui a refusé de baisser la tête quand le monde entier lui ordonnait de se taire. Patrice Emery Lumumba. Visionnaire pour les uns, révolutionnaire pour les autres, mais avant tout le premier fils d'un Congo libre. Il n'avait que sa parole pour seule arme, mais cette parole était si forte qu'elle a fait trembler les empires. On a tenté d'effacer son visage, on a tenté de dissoudre son corps, mais on a oublié qu'on ne tue pas une idée. On ne dissout pas une flamme qui brûle pour la dignité humaine. Qui était-il vraiment? Comment un simple employé des postes est-il devenu le martyr le plus célèbre d'Afrique? Et pourquoi son message reste-t-il la boussole de notre jeunesse en 2026? Préparez-vous. Sur cette chaîne, nous allons au-delà du mythe. Voici l'histoire vraie, sans phare et sans compromis, de Patrice Emery Lumumba. Un voyage de 5 à 15 minutes au cœur de notre identité. Partie 1. L'éveil d'un destin. Tout commence le 2 juillet 1925, dans le petit village d'Onaloa, au Sankourou. Patrice Emery Lumumba naît dans un pays qui ne s'appelle pas encore la République démocratique du Congo, mais le Congo belge. Une propriété privée devenue colonie, où l'ordre est maintenu par la force et où le destin d'un enfant noir est tracé d'avance par l'administration coloniale. Pourtant, le jeune Patrice refuse les limites. Fils de cultivateur, il est envoyé dans des écoles missionnaires. Très vite, son intelligence dérange autant qu'elle impressionne. Il ne se contente pas des leçons qu'on lui donne. Il devient un autodidacte passionné. Alors que le système cherche à former des exécutants, Lumumba, lui, forme son esprit. Il comprend très tôt que la connaissance est la clé de la serrure coloniale. À l'âge adulte, il s'installe à Stanleyville, l'actuel Kisangani. Il y travaille comme employé des postes. C'est ici, dans l'effervescence de cette ville carrefour, qu'il commence à écrire pour les journaux locaux. Il observe les injustices, le racisme institutionnel et la misère de ses frères. En 1955, il devient président de l'Association des évolués de Stanleyville. À cette époque, Lumumba croit encore au dialogue. Il espère une collaboration humaine avec la Belgique. Mais la réalité du terrain et son passage injuste par la prison en 1956 vont briser ses dernières illusions. Ce n'est plus une réforme qu'il veut, c'est une rupture. Il réalise que l'on ne demande pas la liberté à un oppresseur, on la lui impose par l'unité. Le 10 octobre 1958 est une date charnière. Lumumba fonde le mouvement national congolais, MNC. Son génie est politique. Alors que les autres partis se replient sur leurs ethnies ou leurs régions, Lumumba crée le premier parti véritablement national. Quelques mois plus tard, il se rend à la conférence des peuples africains à Accra, au Ghana. Il y rencontre Kwame Nkrumah. C'est le choc des géants. Lumumba revient au Congo transformé, porté par le souffle du panafricanisme. Il ne parle plus seulement pour le Congo, il parle pour toute l'Afrique. Devant des milliers de personnes à Kinshasa, il lance son cri de ralliement. L'indépendance immédiate et totale. Le compte à rebours est lancé. La Belgique a peur, le monde regarde. Et Lumumba, lui, est prêt à entrer dans l'arène. Partie 2, le choc de l'indépendance et le discours de feu. Nous sommes en 1960. Le vent de la liberté souffle si fort que plus rien ne peut l'arrêter. Après les émeutes sanglantes de janvier 1959 à Léopoldville, la Belgique précipite les choses. Lumumba, enfermé une fois de plus, est libéré en urgence pour participer à la table ronde de Bruxelles. Les autorités belges pensent pouvoir le manipuler, mais ils découvrent un homme d'État d'une clarté absolue. Les élections ont lieu. Le MNC de Lumumba triomphe. À seulement 34 ans, il devient le premier ministre du Congo indépendant. Mais dans l'ombre, les puissances coloniales et les intérêts miniers s'inquiètent. Ce jeune leader est trop libre, trop fier, trop congolais.
Ouais, nous y voici. 30 juin 1960. Palais de la Nation. Le roi des Belges, Baudouin, vient de prononcer un discours paternaliste louant le génie du roi Léopold II. Le protocole officiel prévoit que seul le président Kasavubu réponde avec courtoisie. Mais Patrice Lumumba ne peut pas laisser l'histoire s'écrire sur un mensonge. Sans être invité, il monte à la tribune. Le silence devient pesant. Et là, sa voix s'élève, non pas pour insulter, mais pour rétablir la vérité. Guerrier des luttes d'indépendance, je vous salue, commence-t-il. Il parle de la sueur, du sang, des larmes. Il parle de la discrimination et des souffrances qui ont été le prix de cette liberté. Ce discours, prononcé les yeux dans les yeux face au monarque, n'est pas une simple allocution. C'est l'acte de naissance de la dignité africaine. Ce jour-là, Lumumba gagne le cœur de son peuple. Mais il signe son arrêt de mort politique auprès de l'Occident. En osant dire la vérité au monde, il devient la cible numéro 1. Dès le lendemain, les complots commencent, la mutinerie de l'armée, la sécession provoquée du Katanga riche en minerais. Tout est mis en œuvre pour faire échouer ce jeune gouvernement. Lumumba comprend alors que l'indépendance n'est pas une fin, mais le début d'un combat encore plus grand. Il demande de l'aide à l'ONU, il voyage, il plaide la cause de l'unité. Mais les pièges se referment. La guerre froide s'invite au Congo, et Lumumba, qui ne veut appartenir à aucun bloc, se retrouve seul face aux géants. Partie 3. La trahison et le sacrifice. En juillet 1960, le rêve d'unité est attaqué de toutes parts. La province minière du Katanga fait sécession sous l'impulsion de Moïse Tshombe, soutenu par les intérêts belges. Lumumba, trahi par ceux qu'il pensait être des alliés, se tourne vers les Nations Unies. Mais il découvre avec amertume que l'ONU ne vient pas pour chasser les agresseurs, mais pour geler la situation. Acculé, Lumumba refuse de céder. En pleine guerre froide, chaque puissance tente de s'emparer des richesses du Congo. Parce qu'il refuse d'être un pion, parce qu'il veut que les richesses du sol congolais profitent aux Congolais, il est désigné comme l'homme à abattre. En septembre, le coup d'État de Mobutu et la destitution par Kasavubu le placent en résidence surveillée. Le lion est en cage, mais son rugissement fait encore trembler ses ennemis. En novembre 1960, Lumumba tente de rejoindre ses partisans à Stanleyville. Il s'échappe de nuit sous une pluie battante. Mais il est rattrapé à la rivière Sankuru. Les images de sa capture sont insoutenables. On voit un Premier ministre humilié, frappé, mais dont le regard reste d'une dignité absolue. Même enchaîné, Patrice Emery Lumumba domine ses bourreaux par sa force morale. Il est emprisonné au camp Hardy à Tisville. Mais même derrière les barreaux, il reste dangereux pour ses ennemis. Sa seule présence peut provoquer une mutinerie des soldats. La décision est prise par ses opposants locaux et les puissances étrangères. Lumumba doit disparaître. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et ses compagnons de lutte, Maurice Mpolo et Joseph Okito, sont envoyés par avion à Elisabethville, au Katanga. Ils sont livrés à leurs pires ennemis. Ce soir-là, dans une plaine isolée sous les arbres, ils sont exécutés par un peloton d'exécution. Pour effacer toute trace de ce crime, les corps sont dissous dans l'acide. On a voulu qu'il n'en reste rien. Pas une tombe, pas une relique. Mais les assassins ont commis une erreur fatale. En voulant détruire le corps, ils ont libéré l'esprit. À cet instant précis, Patrice Emery Lumumba quitte le monde des hommes pour entrer dans l'immortalité. Il devient le symbole universel de la résistance contre l'oppression. Conclusion. L'héritage intemporel et la flamme vive. Les assassins de Patrice Lumumba pensaient avoir fait disparaître son souvenir. Quelle erreur. Avant de mourir, il a écrit une dernière lettre à sa femme Pauline. Des mots qui résonnent encore aujourd'hui. L'histoire dira un jour son mot. L'Afrique écrira sa propre histoire. Aujourd'hui, cette prophétie est en marche. Lumumba n'est plus un homme de chair. Il est devenu une boussole. Il est dans chaque pas de cette jeunesse qui refuse la fatalité. Il est dans chaque voix qui s'élève pour réclamer la paix à l'est du pays. Il est l'âme de cette RDC qui, malgré les épreuves, refuse de se briser. C'est cet héritage que nous célébrons ici. Quand Lumumba VEA se tient debout dans les stades de la CAN, immobile et silencieux, il ne fait pas qu'animer. Il incarne la résilience.
Il rappelle au monde que le Congolais est là, fier, digne et imperturbable face à l'adversité. Porter ce nom, c'est accepter une responsabilité, celle de garder la flamme allumée, celle de ne jamais oublier d'où nous venons pour savoir où nous allons. Si ce récit vous a touché, partagez-le. Abonnez-vous à cette chaîne, Les Pépites de la RDC.